C'est à toi, Arnaud, pour donc cette première intervention à connotation pénale. Nous sommes en guerre. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le président de la République. Même si l'on n'accorde pas valeur de qualification juridique à la parole présidentielle, force est de constater que la guerre n'est plus ce qu'elle était. Rappelons-nous, pour un citoyen mâle de mon âge, il y a un siècle, être en guerre signifiait s'enterrer vivant dans une tranchée, souffrir de la faim et du froid, en attendant qu'une balle ennemie nous métamorphose en épitaphe sur un tombeau. Aujourd'hui, être en guerre, pour la majorité d'entre nous, c'est demeurer à son poste en télétravail ou subir la balafre financière de l'activité partielle. Le progrès a du bon. Les PCA ont remplacé la DCA. Pourtant, dehors, le danger est là. Au-delà des discours guerriers, le risque n'est pas tant martial que sanitaire. Et ce risque a des incidences pratiques importantes en matière de plan de continuation d'activité, les fameux PCA. Alors, puisqu'il faut sacrifier aux usages tant juridiques que militaires, on évoquera dans un temps premier l'arrière, avant de rejoindre dans un temps second la ligne de front. À l'arrière de toute armée se trouvent l'état-major et la réserve. Si l'on file l'analogie guerrière, dans l'entreprise, le général en chef serait l'employeur et les institutions représentatives du personnel, ses aides de camp. Le comité social et économique a notamment pour mission de promouvoir la santé, la sécurité, et dans les entreprises de plus de 50 salariés, il doit être informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marge générale de l'entreprise. Il doit notamment rendre un avis quant au recours à l'activité partielle et sur les dérogations aux règles relatives à la durée du travail. Bref, il faut lui soumettre le plan de bataille, le plan de continuité d'activité. À défaut, l'employeur commettrait une entrave au fonctionnement régulier de cette instance, comportement puni d'une amende de 7 500 €. La réserve, c'est la fameuse troisième ligne. Elle est composée des salariés en télétravail et en activité partielle. Alors, ces deux états peuvent-ils être cumulés par ce désir d'accrocher deux breloques à leur revers? Une réponse négative s'impose. Ces deux activités sont incompatibles. Dans son communiqué de presse du 30 mars 2020, le ministère du Travail rappelle qu'il s'agit d'une fraude assimilée à du travail illégal, punie de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende en application de l'article 441-6 du Code pénal. On s'étonnera que les peines du faux soient préférées à celles du travail illégal des articles L 8224-1 et suivants du Code du travail, alors même que ces dernières, plus élevées, devraient être appliquées en cas de concours. La fiche a peut-être été rédigée par une cantinière. Mais ce n'est pas le seul risque qui pèse sur l'arrière. Un arrêt de la Chambre criminelle du 19 février 2019 invite à penser que le télétravail ne fait pas obstacle à la consommation du délit de harcèlement moral. Les généraux en chef sont donc invités à prendre soin de leurs réserves, tout comme de leur première ligne qu'il nous faut maintenant rejoindre. Sur la ligne de front, on retrouve les salariés dont l'activité les contraint à se déplacer dans l'enceinte d'une entreprise. Alors pour le commandement, deux grands dangers menacent. Toutefois, ils peuvent être écartés avec une bonne approche stratégique. D'une part, pour ceux qui partent épauler une position amie, on rappellera que lorsque la poursuite de l'activité passe par le mécanisme du prêt de main-d'œuvre, celui-ci doit se faire sans but lucratif. Or, sur ce point, l'obstination du législateur à n'envisager le but lucratif que du seul côté de l'entreprise prêteuse induit un risque pour les entreprises utilisatrices dès lors que la jurisprudence n'hésite pas à caractériser l'infraction à leur encontre. Pour sécuriser cette pratique, le ministère a mis en ligne un modèle de convention de prêt de main-d'œuvre et d'avenant afférent. D'autre part, pour ceux qui retournent dans leur entreprise, l'employeur doit être attentif aux délits de mise en danger d'autrui et aux infractions relatives à la santé et à la sécurité fulminées par le Code du travail et le Code pénal. Alors, tout d'abord, le délit de mise en danger d'autrui pourra être esquivé si les juges ne peuvent caractériser que les manquements relevés résultaient d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité. Or, outre la question du fondement de cette obligation particulière de sécurité, la violation manifestement délibérée sera délicate à établir lorsque les employeurs veilleront strictement au respect des mesures dites barrières dans l'entreprise. Ensuite,
Les délits réprimant les atteintes à la santé et à la sécurité des travailleurs, délits bien connus des RH en pratique, doivent être distingués selon que l'on se situe dans le code du travail ou dans le code pénal. Rapidement, dans le code du travail, on va trouver des textes qui vont réprimer d'une amende de 10 000 euros le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître, par sa faute personnelle, les obligations légales ou réglementaires en matière de santé et sécurité au travail. L'employeur doit porter une attention particulière à l'article R 4741-1 qui punit de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour le document unique d'évaluation des risques. Pour le code pénal, les infractions relatives aux atteintes à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, résultant d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, sont réprimées dans les conditions de l'article 121-3 du code pénal. La pandémie invite donc à être particulièrement attentif quant aux conditions sanitaires dans lesquelles s'effectue la poursuite de l'activité. Les juges apprécient in concreto la faute d'imprudence, de négligence ou le manquement à l'obligation de sécurité. Oh, j'entends le clairon qui marque la fin de la charge. Je me permets donc de vous renvoyer pour plus d'informations à une contribution dans le dossier Covid du BJT du mois de mai que vous trouverez en description. Vous pourrez la lire tranquillement à votre camp de base. Un dernier conseil toutefois avant de vous quitter, soldats. En cette période troublée, ne prenez pas de risques inconsidérés. Les conditions pour obtenir la médaille du travail sont impossibles à réunir en période de pandémie. Bravo pour avoir filé si bien la métaphore martiale, mon cher Arnaud. J'espère que le ton sera plus doux pour parler d'environnement, hein. Complètement, le ton sera plus doux. Là, forcément, ayant pris un titre qui a été relevé comme étant bien une référence à Rambo par, je ne sais plus, Mélanie, je crois tout à l'heure, nécessairement, il fallait faire quelque chose qui avait une certaine tenue militaire, surtout que, d'un point de vue purement personnel, cette référence guerrière m'insupporte un tout petit peu.